Сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн сэдв зочны ярилцлагаар бид бүхэн Франц улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн талаар ярилцгаар Монгол улсад 11 жил амьдарч буй Францын иргэн хөрөнгө оруулагч инженер Didier Boissierтай ярилцгаар ирсэн байна. Сайн байна уу? Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, en fait, nous allons discuter surtout sur l'élection présidentielle qui s'est passée très récemment en France. Et dans le monde entier, on fait attention et on voudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, en fait, à votre point de vue, pour résumer cette élection, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Alors effectivement, cette élection était importante aux yeux en particulier du monde extérieur, des étrangers, parce que c'était un combat, on va dire, entre une personne pro-européenne, pro-échanges internationaux, pro-diplomatie intensive, en particulier vers des continents que sont l'Afrique ou l'Asie, par rapport à un autre candidat qui voyait plus un repli de la France et une sortie de l'Union européenne. Donc, il est clair que pour les pays étrangers, c'est un choix fondamental qui peut les impacter directement, en particulier au niveau des échanges commerciaux, mais également au niveau du renforcement ou de l'affaiblissement de l'Union européenne. Et d'un point de vue, on va dire, géostratégique, il est évident que la France en particulier, mais que l'Europe sera plus forte avec un couple franco-allemand très fort, pour faire justement face au bloc économique et politique de ce monde que sont, on va dire, les États-Unis, la Chine, bien sûr, et éventuellement la Russie. Donc plus l'axe franco-allemand est fort, plus l'Union européenne aura un contrepoids à certaines politiques de ces blocs étrangers. Voilà, c'est essentiellement ce débat sur l'Europe que regardaient les pays étrangers, sachant qu'effectivement, l'extrême droite a déjà eu quelques succès en Europe, dans plusieurs pays, et donc les pays étrangers se posaient vraiment la question si la France, pays de la liberté, pays des Lumières, pays de l'ouverture internationale, allait tomber en fait dans une phase de nationalisme, de populisme ou de repli sur elle-même. Et c'était une grande inquiétude, et je pense que le sort de l'élection qui s'est porté en faveur du président candidat Emmanuel Macron a réconforté de nombreux observateurs et chefs d'État à l'international. Alors, nous allons rentrer en fait dans le sujet encore, sur l'élection bien sûr, et qu'au premier tour de l'élection, le monsieur Macron, il avait le taux de 27,41% de la population, et par contre, Madame Marine Le Pen avait 24,03%. Mais au final, en fait, deuxième tour, et monsieur, en fait, il y avait une petite différence. Et c'est-à-dire qu'en fait, monsieur Macron, il avait 58%, Marine Le Pen, 41%. Et pourquoi, en fait, il y a plus de différence que vous regardez? Alors, c'est une bonne question. Je pense que, premièrement, la période de ce qu'on appelle l'entre-deux tours, entre le premier tour et le deuxième tour, de 15 jours, où les campagnes politiques continuaient, ont permis aux Français de réfléchir, de mieux comprendre le programme des candidats, de mieux comprendre les différences. Et tout ça a été mis en exergue justement pendant le débat télévisé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mercredi de la semaine dernière, où effectivement on a vu un candidat président qui connaissait sur le bout des doigts ses dossiers, qui connaissait les chiffres, qui connaissait les orientations, par rapport à une Marine Le Pen plutôt hésitante sur certains sujets, parfois sans réponse. Et donc, je pense que le débat télévisé a permis de creuser l'écart, de quelques points certainement. Donc voilà ce qui explique un petit peu le creusement de l'écart, ce débat télévisé avec donc le temps nécessaire aux Français de mieux comprendre les programmes. Je pense aussi qu'il y a eu tout un tas
de soutien qui ont été donnés à Emmanuel Macron par des présidents étrangers ou par des personnalités comme Alexandre Navalny, etc. Et d'ailleurs, à ce propos, pendant le débat télévisé, Emmanuel Macron en a profité pour effectivement mettre en avant le fait que Marine Le Pen avait probablement des relations particulières avec le Kremlin, non seulement d'un point de vue de financement de son parti, mais également de relations peut-être occultes, qui font que les choix de Marine Le Pen pour la France ne seraient pas objectifs. Alors, cette question serait très intéressante. En fait, tous les Mongols seraient intéressés à cette question. Parce que nous, en Mongolie, notre système politique, c'est plutôt parlement. Vous le savez, en fait, ça fait 11 ans que vous habitez en Mongolie. Et en France, le président a quel pouvoir ? Alors, le président a une fonction importante en France, de par la Constitution. Le président est celui qui est le chef de l'exécutif, le chef des armées. C'est lui qui nomme son Premier ministre, et le Premier ministre nomme le gouvernement, c'est-à-dire les ministres, sous avis, on va dire, du président de la République. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que toute la partie législative reste le fondement de la Ve République par des votes, des études et des votes à l'Assemblée nationale, un petit peu comme le Parlement mongol. C'est vraiment l'Assemblée nationale qui met en place les lois sur la base de propositions, après vote, et ces lois sont ensuite confortées ou non par le Sénat et par le Conseil constitutionnel qui vérifie que la loi est en bonne adéquation avec la Constitution. Donc, cela relègue quelque part le rôle du président à être le guide du gouvernement pour les grandes orientations stratégiques, législatives pour le pays, de prendre position éventuellement sur certains sujets quand le gouvernement est hésitant, donc il intervient effectivement directement auprès de son Premier ministre et de ses ministres, et il a donc aussi, sur l'international, un grand rôle de diplomatie, qui n'est bien sûr pas donné à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et c'est donc lui qui représente la France à l'étranger et qui prend position sur des sujets importants, qui peuvent être des sujets économiques, des sujets sociaux, des sujets d'immigration, et j'en passe. Alors, pour parler des plans d'action, et surtout de Marine Le Pen, parce que quand j'étais étudiant en France, il y avait évidemment, en fait, il y avait des émigrants en France, et il y a toujours des émigrants en France, voilà, en général. Et que Marine Le Pen, en fait, c'est ce qui est, à mon avis, c'est mon avis privé, les Français, ils pensent que, en fait, ils n'ont pas aimé, surtout sur le sujet des immigrants. Parce que Marine Le Pen, en fait, il a expliqué qu'en fait, si un immigrant ne travaille pas pendant 1 an, et il doit quitter le territoire français. Et par exemple, il y a plein d'exemples comme ça. Et qu'est-ce que vous en pensez, en fait, à peu près les plans d'action de Marine Le Pen et de Macron ? D'accord. Alors, sujet sensible, évidemment. Là, il faut retrouver l'histoire de la France, où effectivement, on a eu des vagues d'immigration importantes, en particulier des pays du Maghreb, mais maintenant de l'Afrique noire. Ce sont des immigrations qui sont dues à la pauvreté, à des sujets politiques, et aujourd'hui, c'est un fait. C'est-à-dire que ces gens-là, que l'on appelle peut-être toujours les immigrés, sont devenus des citoyens français. Ils ont la nationalité française et doivent être considérés comme des Français. Donc, ayant dit ça, il faut reconnaître aussi qu'en France, et je pense qu'on n'est pas le seul pays à le faire, on est un petit peu discriminant vis-à-vis de l'immigration. C'est-à-dire qu'on est prêt à accueillir les Ukrainiens, mais on a plus de mal à accueillir les gens du Kenya ou du Nigeria. Voilà. Et ça vient du fait que, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense, d'après mes discussions avec des amis français restés en métropole depuis longtemps, qui sont d'ailleurs assez insatisfaits de la politique sécuritaire du gouvernement, que la majorité des délits, la majorité des crimes, entre guillemets,
sont en fait dus à des immigrants, mais pas uniquement, bien sûr. Mais donc, il y a ce ressentiment vis-à-vis de l'immigration qui est lié au problème de sécurité. De fait, il existe des villes en France, que je ne citerai pas, où il y a des quartiers qui sont devenus impossibles à gérer par la police nationale. Et ça, effectivement, c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'on est en France, chaque citoyen français, voire même les immigrés qui ne sont pas encore homologués comme citoyens français, doivent respecter la loi française et les us et coutumes français. Ça, c'est sûr. Donc, au niveau de cette politique vis-à-vis de l'immigration, oui, effectivement, Marine Le Pen, d'après ce que j'ai compris, veut absolument limiter les aides sociales, les accès au logement à des immigrés qui n'ont pas fait preuve d'effort pour entrer dans la société française et qui n'ont pas prouvé qu'ils étaient en mesure de travailler pendant une certaine période. Je pense que c'est 5 ans, en fait. Alors qu'Emmanuel Macron, je ne sais pas exactement précisément son programme sur l'immigration, mais a plus tendance à, je pense, favoriser l'intégration de ces populations dans le monde du travail, peut-être après des cycles de formation pour leur permettre justement d'être acceptés par des entreprises françaises. C'est sûr que si vous avez des jeunes entre 20 ans et 25 ans qui viennent du Maghreb ou d'Afrique noire ou d'autres pays, ou de Libye, qui n'ont pas de formation et qui veulent trouver du travail, eh ben, ils n'en trouvent pas, ça c'est clair. Et ils sont inscrits à la NPE pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc il y a vraiment un problème de formation et je pense que le président Macron l'a compris pour justement permettre petit à petit une intégration de ces populations immigrées pour les faire rentrer dans un système français. Mais il est vrai aussi que la France refusera l'immigration à des gens qui refusent de rentrer dans le système français, c'est-à-dire dans le respect des valeurs de la France, le respect de la liberté de culte, la liberté d'expression, etc. C'est-à-dire qu'on vient en France, non pas pour profiter de tous les avantages, mais on vient en France pour rentrer dans une société française qui a certaines règles et certaines coutumes. Voilà, en fait, c'est vrai que l'élection présidentielle de France qui fait attention du monde, dans le monde entier, en fait, on fait attention à ce qui s'est passé, et surtout les prochains 5 ans, qu'est-ce qui va se passer. Du coup, tout le monde est intéressé sur le président. Et du coup, nous avons beaucoup discuté sur l'élection, et maintenant on va rentrer surtout dans le sujet un peu différent. Parce que ça fait 11 ans que vous êtes en Mongolie, c'est ça ? Alors non, ça fait 11 ans que j'ai découvert la Mongolie pour Tsagantsar 2011. Il faisait moins 42 degrés et une pollution avec un index de 3500 à peu près. Mais bon, ça ne m'a pas découragé pour découvrir un pays absolument intéressant d'un point de vue qui est le mien, c'est-à-dire d'un point de vue venture capitalist, c'est-à-dire de regarder les opportunités d'affaires et de voir comment habilement on peut trouver une solution à ces opportunités en faisant venir des investisseurs étrangers pour permettre au pays d'avancer. Voilà, donc c'est pour ça que la Mongolie m'a séduit bien avant les steppes et la beauté du paysage et l'accueil des nomades. C'est pour ces opportunités d'affaires et je pense que c'est un actif très intéressant pour le monde, c'est qu'il y a énormément d'opportunités d'investissement en Mongolie. Et bien sûr, en fait, au niveau d'investissement, quand on parle d'investissement, et là, cette année 2022, c'est 57e anniversaire de la relation diplomatique entre la France et la Mongolie. Et puis, surtout, en fait, très récemment aussi, l'année dernière, nous avons eu le nouveau ambassadeur, et bien sûr, ambassadeur de France. Et puis, comment vous voyez cette relation diplomatique et surtout, en tant que vous êtes investisseur en Mongolie, au niveau des affaires, pour élargir les affaires, tout ça, et comment vous voyez cette relation diplomatique ? Bien, alors, les relations diplomatiques ont commencé très tôt, au moment du Grand Empire mongol, avec des envoyés de la papauté ou du roi de France qui venaient quémander un petit peu des informations auprès du Grand Khan à Karakorum pour savoir quelles étaient les intentions des Mongols sur l'Europe en particulier. Mais
Ces grands voyageurs, comme Guillaume de Rébrouck, Simon de Saint-Quentin, André de Longjumeau et d'autres, ont permis des échanges diplomatiques et ont permis d'avoir un intérêt de la part de l'Europe à ces peuplades qui venaient de la Haute-Asie, pour mieux les comprendre, mieux comprendre leurs intentions. Et c'est probablement le début, justement, d'un intérêt pour les opportunités qui pouvaient exister dans cette région du monde qui était à l'époque totalement inconnue. Il faut voir que Marco Polo est arrivé longtemps après. Donc c'était vraiment, on parle ici des pionniers de la découverte de ces peuplades de Haute-Asie et de ces relations diplomatiques. Alors, je ne peux pas tellement vous parler des relations diplomatiques entre le Grand Empire mongol et la période d'aujourd'hui, parce que je l'ignore. Mais en revanche, je pense qu'il y a eu pas mal de relations commerciales sur différents sujets, peut-être des importations, exportations de produits. Et je pense que depuis effectivement la chute de l'URSS, la France s'est intéressée à la Mongolie comme étant un pays qui devenait, on va dire, neutre par rapport au système russe et au système chinois, et donc un espèce de sous-marin de démocratie entre deux blocs autoritaristes. Et donc, comme le font les États-Unis d'ailleurs et d'autres pays de la démocratie occidentale, on s'est intéressé à la Mongolie, de plus en plus parce que c'était un pays que l'on pouvait aider avec justement des aides d'investissement, de conseils sur la bonne gestion du pays, et également de renforcer leur position dans la démocratie, justement pour faire opposition au bloc autoritaire au nord et au sud. Alors, effectivement, le nouvel ambassadeur a l'air d'être quelqu'un de très dynamique et très, très ouvert à différentes opportunités. Sont en place donc quelques programmes. Je pense que le projet de téléphérique est en cours pour améliorer la circulation dans la ville d'Ulan-Bator avec la société Poma française. Il y a également, bien sûr, l'aide et l'assistante et le don, je crois, d'hélicoptères pour la sécurité civile. Et d'ailleurs, elle a servi récemment pour une évacuation d'un grand blessé, je ne sais pas trop où, dans la montagne ou je ne sais où, mais enfin, les hélicoptères ont servi à ce titre-là. Et il y a pas mal d'autres sujets en discussion, mais je pense que la France est un partenaire tout à fait possible pour des investissements sur des grandes orientations du gouvernement mongol, que peuvent être le redéveloppement de l'économie après la crise du Covid, donc à redonner des forces économiques au pays pour la génération de devises, alors pas uniquement dans la mine, mais justement dans d'autres secteurs industriels ou économiques, de façon à renforcer aussi le pouvoir d'achat des Mongols, qui n'est pas parmi les meilleurs au monde, et de façon à aussi assurer une stabilité politique, ce qui est très important pour les investisseurs étrangers, et en particulier pour les investisseurs français dont je fais partie. Nous avons en France, heureusement, une avance technologique sur de nombreux sujets. Je citerai par exemple les technologies liées aux énergies renouvelables ou aux véhicules propres ou à différents automatismes qui servent dans l'industrie. Donc nous avons les capacités technologiques d'aider la Mongolie. Et puis on peut dire aussi que par méconnaissance en fait du potentiel commercial de la Mongolie sur des produits qui pourraient être exportés vers l'Europe et la France, on pourrait aussi développer des flux commerciaux qui n'existent pas encore aujourd'hui pour développer un commerce international avec la Mongolie. Voilà, alors je citerai un exemple où l'investissement de la France pourrait grandement améliorer certains secteurs de l'économie, c'est celui du tourisme. Il y a beaucoup de touristes étrangers qui viennent de France. Il y en a d'autres qui viennent d'Allemagne, bien sûr, et d'autres pays du monde, mais les Français sont très friands de Mongolie.
Et donc, il serait tout à fait naturel que des acteurs français de l'hôtellerie, du tourisme, viennent investir en Mongolie pour justement aider à développer ce secteur économique qui ferait donc un troisième pilier de l'économie mongole, après la mine, après l'élevage et l'agriculture, pour développer en particulier une recette en devises étrangères. Alors, ça fait longtemps que vous êtes en Mongolie et vous êtes en train de découvrir la Mongolie. Et en tant qu'investisseur, quelles difficultés vous êtes en face? C'est-à-dire que socialement, au niveau social, au niveau business, au niveau commercial, au niveau du transport, au niveau de la vie quotidienne, etc. Parce que vous êtes dans la communauté française, tout le monde vous connaît. Et ça, quelqu'un de recommandé, je crois, en fait, j'ai remarqué. Et que quel problème vous rencontrez en Mongolie? Alors, vaste sujet, mais j'essaye de parler pour le compte de mes compatriotes, les Français, pas uniquement pour moi, et je reviendrai éventuellement sur mon expérience personnelle. Ce qu'il y a de pire pour un investisseur ou pour un acteur économique qui vient investir dans un pays étranger, c'est l'instabilité politique. Parce qu'on a horreur de voir des règlements, des lois qui sont remises en cause par un nouveau gouvernement. Parce que l'impact sur le projet ou sur l'investissement qui a été fait peut être très important et très, très fortement négatif. Donc on a besoin de stabilité politique, de stabilité juridique pour que notre présence dans le pays étranger soit pérenne. Sinon, on a la chance, nous, investisseurs étrangers, de pouvoir partir du jour au lendemain, en quelque sorte, en exagérant un petit peu. Mais si les conditions de notre investissement nous déplaisent pour une raison ou pour une autre, on a toujours la liberté de partir. C'est pour ça que pour le gouvernement mongol, si j'ai un conseil à donner, c'est garder une stabilité et une visibilité à moyen long terme pour les investisseurs qui viennent investir en Mongolie. Et c'est donc peut-être jusqu'à maintenant un point qui a pêché au regard des investisseurs français en particulier, c'est qu'il y a toujours une incertitude sur ce que va être la législation dans 3 mois, dans 6 mois, parce qu'on sait qu'il y a des discussions en cours, qu'il y a différents mouvements qui veulent changer ci, qui veulent changer ça. Et ça, c'est extrêmement négatif pour donc pérenniser des investissements. L'autre point important, et là je parle au nom de mes compatriotes et d'autres investisseurs, c'est la bureaucratie est quand même un peu trop lourde en Mongolie, mais les choses s'améliorent, c'est vrai. Donc félicitations au gouvernement mongol pour essayer de mettre en place des systèmes plus simples. Et on peut le reciter, c'est que ces systèmes plus simples essayent aussi d'éviter la corruption. Et il est vrai qu'il y a un problème de corruption en Mongolie, mais que le système actuel mis en place par le gouvernement, avec e-Mongolia en particulier, mais pas uniquement, essaye de réduire. Ce n'est pas le propre de la Mongolie d'avoir ces sujets de corruption. Malheureusement, de nombreux pays au monde ont une part de corruption, y compris la France d'ailleurs. Donc on n'a pas de leçon à donner, mais si on parle au nom des investisseurs, le problème de la corruption et de la bureaucratie sous-jacente est quand même un peu pénible à vivre au jour le jour. On aimerait que les choses avancent plus vite. Moi je me rappelle quand je suis arrivé en 2011 en Mongolie, on pensait qu'il y aurait un décollement du pays très rapide et que la richesse allait être créée non seulement dans les projets d'investissement, mais pour la population. Or, de fait, 11 ans après, on ne voit pas trop une évolution fulgurante du pouvoir d'achat de la population, ni de projets absolument fantastiques qui génèrent de l'argent pour les investisseurs. Voilà. Et pour terminer notre discussion, est-ce que vous voulez dire quelques mots pour les Mongols et quelque chose de plus beau de Mongolie? En quelques mots. Non, mais je dirais aux Mongols, masculins et féminins, qu'ils ont la chance d'avoir un pays magnifique, mais ça, ils le savent, donc ça ne sert à rien de le redire, mais que c'est un actif, c'est-à-dire qu'il faut profiter
de la beauté naturelle, mais également historique. Il y a un passé historique absolument époustouflant, pour le transformer en actif financier, j'allais dire, et de création de travail. C'est-à-dire que le développement du tourisme et du culturel va permettre de créer de très nombreux emplois. Alors, il faut garder confiance dans l'avenir, il faut faire confiance à son gouvernement, justement, sur les orientations qui sont prises pour redévelopper l'économie, améliorer le pouvoir d'achat, garantir la stabilité sociale, etc. Et l'aider, d'ailleurs, en étant travailleur, en étant coopératif, en respectant les règles et en respectant autrui. Ça, c'est un autre point, c'est qu'on voit en Mongolie trop d'individualisme. Il faudrait que l'esprit mongol soit plus collectif, c'est-à-dire de comprendre qu'on est au sein d'une communauté qui a un programme et un avenir commun, et non pas que chacun tire à soi les profits ou justement profite d'une situation personnellement contre la communauté. Je vous remercie de cette discussion et je vous souhaite un bon courage pour votre travail d'investissement et la continuité en Mongolie. Merci beaucoup et peut-être à bientôt. À bientôt. Au revoir. Баярлалаа эрхмүүд үзэгчдээ. Өнөөдрийн сэдв зочны ярилцлагаар Монгол улсад 11 жил амьдарч буй Францын иргэн Дидье Буассихтай Францын эргэлзчийн сонгуул болон Монгол Францын хоорондын хамтын ажиллагааны талаар ярилцлаа.